Est-ce que la lune de miel va se prolonger entre Roberto De Zerbi et l'Olympique de Marseille pour cet Olympico? Ce match très important. On vient de sortir de la conférence de presse de Roberto De Zerbi pour préparer ce match Lyon-Olympique de Marseille. Et on va revenir justement sur cet été indien, cet Olympique de Marseille invaincu qui se déplace à Lyon pour affronter un rival pour la course à la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille qui a fêté ses 125 ans avec ce magnifique maillot et cette belle victoire face à l'ennemi niçois 2-0. L'Olympique de Marseille qui a vu une semaine assez chargée avec l'arrivée d'Adrien Rabiot, l'arrivée surprise après le départ de Jordan Verretou que l'on va retrouver ce week-end du côté de l'Olympique lyonnais. C'est la vidéo d'avant-match. Les amis, bienvenue sur CM Football. Très grand plaisir de vous retrouver avec une surprise que je vous partagerai en fin de vidéo, une surprise, une annonce grâce à vous. Il va se passer quelque chose de sympa ce vendredi 20 septembre pour moi et je vous le partagerai en fin de vidéo. En tout cas, cette vidéo, elle est sponsorisée par mon partenaire Unibet. Unibet qui vous offre 10 euros avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez et vous avez 10 euros qui vous sont offerts sans dépôt. Je vous rappellerai toutes les conditions à l'issue de cette vidéo, évidemment. Mais en tout cas, c'est un partenaire qui fait plaisir aux supporters de l'Olympique de Marseille. On a envie de dire merci Unibet. Alors, on commence tout de suite par les actualités de l'Olympique de Marseille. On va revenir rapidement, évidemment, sur Rabiot qui est arrivé du côté de l'Olympique de Marseille. C'était un coup de tonnerre annoncé par la Provence. C'est une rencontre improbable annoncée par l'équipe. Adrien Rabiot, on ne sait pas encore s'il fera partie du groupe de Roberto De Zerbi, mais on sait que c'est un joueur désormais de l'Olympique de Marseille et il est très heureux. On avait débriefé sa conférence de presse il y a 2 jours sur la chaîne. Vous avez le lien juste ici. Et évidemment, c'est un plus pour Roberto De Zerbi. On va voir justement dans quelques secondes ce que Roberto De Zerbi a déclaré dans sa conférence de presse. Est-ce que vous estimez que c'est le plus gros coup du mercato de l'OM? Je vous ai posé la question sur Instagram. Vous avez dit non, c'est Mason Greenwood selon vous qui est le plus gros coup de ce mercato, suivi d'Adrien Rabiot et ensuite Pierre-Emile Højbjerg. Moi perso, si je dois répondre cash, le plus gros coup, c'est Højbjerg. Pour moi, c'est le joueur qui va nous faire franchir un gros palier au milieu de terrain et on aura l'occasion d'en reparler tout au long de la saison. En tout cas, dans les dernières actualités, Quentin Merlin est blessé. On ne connaît toujours pas la durée de son indisponibilité. On a hâte de savoir. On ne sait pas si l'OM va pouvoir recruter un joker médical. En tout cas, c'est un vrai manque pour l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi a été interrogé à ce sujet. Cornelius, qui a vu Benoît Millot expliquer qu'il aurait pu se tromper pour le 2e carton jaune. C'est ce qu'aurait déclaré l'arbitre français. Cependant, l'arbitre n'a pas écrit cela dans son rapport, ce qui fait que le carton jaune, le 2e carton jaune, a été maintenu et donc Cornelius sera suspendu pour le match de dimanche. C'est vraiment dommage parce qu'on va avoir notre 5e défense en 5 rencontres pour Roberto De Zerbi et on va se poser la question de savoir comment va-t-il encore une fois être remplacé. La bonne nouvelle, même si la question n'a pas été posée en conférence de presse, c'est que Léo Balerdi est de retour avec son brassard de capitaine. Il a participé aux entraînements collectifs ces derniers jours. Il doit être dans le groupe, j'espère en tout cas qu'il sera titulaire parce que sinon, je ne sais pas réellement qui sera en défense centrale. On a eu l'intervention de Lilian Brassier qui lui sera en défense centrale. Il a répondu de manière très habile à toutes les questions qui lui ont été posées tout à l'heure et surtout j'ai senti un garçon qui monte en puissance dans sa communication et qui a expliqué justement qu'il continuait d'être suivi par un préparateur mental pour franchir un palier. Sur ce point, on a Roberto De Zerbi qui l'a défendu en conférence de presse. Il a dit de lui qu'il était l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. On a appris également, même si on le savait, si vous avez suivi les vidéos qu'on a réalisées sur la chaîne, que Lilian Brassier pouvait dépanner en tant que latéral gauche. Est-ce que ce sera une des solutions de De Zerbi ce week-end? On le verra, je ne pense pas. En tout cas, content de le voir avec probablement Léo Balerdi. Concernant les interventions de Roberto De Zerbi, il y a un élément fondamental quand même, c'est qu'il a reparlé de rêver. Il attend évidemment que Rabiot soit à son niveau pour rêver encore plus haut. Il pense que cette équipe peut retrouver le très haut niveau. Il a dit dans sa conférence de presse notamment qu'il entendait cette phrase des supporters que l'OM était le plus grand club français, disent les supporters, et il a dit que ça me touche. Et le travail qui est en train d'être réalisé à tous les étages de la direction vont dans ce sens. Le recrutement d'Adrien Rabiot est au crédit évidemment de Mehdi Benassia. Il l'a bien mis en avant durant cette conférence de presse. Il a expliqué que
Il préparait ce match de la même manière que les autres, même s'il connaissait le niveau de rivalité avec l'Olympique lyonnais. Il allait chercher la victoire et il estimait que son équipe était prête avec beaucoup de personnalité, de mentalité et de courage. Ce que j'ai aimé dans cette conférence de presse également, c'est cette faculté de défendre continuellement son effectif. Une question lui a été posée concernant Eli Wahi. Il a dit que oui, je le titille parce que j'ai envie en fait qu'il donne tout et qu'il ne perde pas sa place de titulaire dans les entraînements, lors des entraînements. En même temps, c'est un joueur qui est fort, qui reste jeune. Est-ce qu'il sera titulaire contre Lyon ? Probablement, je pense, ça c'est moi, mais en tout cas, il a expliqué de manière très habile également qu'il aimerait que toute l'équipe ait la même mentalité que Neil Maupay, le suppléant d'Eli Wahi, et ça montre qu'il essaye d'impliquer tout le monde, comme quand il a répondu aux questions sur la défense qui va être le cas, qui va être celle de l'Olympique de Marseille ce dimanche. En tout cas, on a senti un entraîneur qui continue de bien communiquer, d'impliquer tous les niveaux. Il a parlé évidemment des supporters qui ne seraient pas présents du côté du match face à Lyon, et j'ai trouvé ça très intelligent de sa part évidemment parce qu'il pense à tout le monde. Il a expliqué enfin que tout le monde devait être concerné. Il n'aime pas trop changer de joueur, mais le meilleur jouera. Sa botte en touche, mais en même temps il a envie de maintenir son groupe sous pression. Concernant Adrien Rabiot, 2 à 3 semaines d'attente pour que l'international français soit dans le groupe. Il a un contrat de 2 ans, il n'a pas un contrat de 2 à 3 mois, donc il va le laisser revenir en pleine possession de ses moyens pour être un joueur à part entière de cet Olympique de Marseille. On va passer à la composition de l'Olympique de Marseille. Composition avec Rouli dans les buts qui devrait maintenir sa place. Question, qui seront les latéraux de cet Olympique de Marseille ? Je vous ai posé la question sur Instagram. Je pense qu'on aura Brassier et Balerdi dans l'axe. Est-ce que ce sera Murillo et Rongier comme face à Nice ? Vous avez été plus de 50% après plus de 1200 votes à dire oui, vous imaginez Murillo-Rongier. J'ai un doute quand même sur Rongier parce qu'il est en phase de progression physique. Est-ce qu'il va être maintenu ? Est-ce qu'on pourrait pas avoir Murillo à droite, Lirola à gauche comme contre Brest ? C'est une possibilité. En tout cas, ce sera une des clés de cette rencontre. Concernant le milieu de terrain, je pense qu'on n'aura pas de sujet en termes de milieu récupérateur. Højbjerg devrait accompagner Kondogbia. Devant, point d'interrogation concernant Amin Harit, parce que dans cette conférence de presse, j'ai senti qu'il pourrait y avoir une évolution, compte tenu du fait aussi que cette équipe de Lyon avance avec 2 attaquants. Et ça, il a dit que ça pourrait être une évolution de son système tactique. En tout cas, Luis Enrique Greenwood, pas de sujet. Est-ce que ce sera Amin Harit ? Sur Insta, vous m'avez dit 67% oui, et Ismaël Koné à 25%. Valentine Carboni, ça me semble également un peu trop court pour le mettre titulaire dans ce type d'affiche. Sait-on jamais, mais l'option Koné peut être intéressante. Et enfin, devant, je pense que la hiérarchie devrait être retrouvée avec Eli Wahi, dont on va reparler dans mes attentes tout à l'heure. Vous verrez, il y a une stat très intéressante sur Eli Wahi qui pourrait justement retrouver sa place devant Maupay. C'est votre choix également sur Insta, avec plus de quasiment 2 tiers d'entre vous qui le veulent le voir titulaire. Alors on aurait donc cette équipe avec les points d'interrogation qu'on a cités sur les latéraux, mais on pourrait aussi avoir cet effectif-là avec Murillo à droite, Garcia à gauche, Garcia qui était rentré face à Nice, mais un cran plus haut. On a entendu Roberto De Zerbi en conférence de presse qui disait qu'il n'allait pas aller avoir trop de changements. Mais on pourrait avoir un milieu à 3, un peu plus hybride, avec Kondogbia juste devant la défense pour bloquer justement cette équipe de l'Olympique lyonnais dans sa phase offensive, dans ses transitions offensives. Højbjerg et Koné qui pourrait intégrer ce milieu à 3 en espèce de box-to-box pour pouvoir créer le lien et cette verticalité avec un Luis Enrique qui pourrait être un cran plus bas, Greenwood qui pourrait faire le travail, et on pourrait avoir ces 2 changements. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire comment vous voyez les choses, parce que je m'attends quand même à une petite surprise dans ces 11 de dimanche soir. Alors, on va justement passer à la data room et à l'analyse tactique de l'Olympique lyonnais, et chose promise, chose due, Sirius Charlie, le streamer de Twitch, le streamer de YouTube qui est présent dans cette vidéo et qui m'a accompagné ce matin pour parler des forces, des faiblesses, mais également de la data room de l'Olympique lyonnais. Je vous invite bien évidemment à aller suivre ces différents réseaux. Il est supporter de l'Olympique lyonnais et il s'est livré sans langue de bois. Et donc dans cette data room, l'Olympique de Marseille, 2e du classement qui affronte Lyon, 13e. Charlie, comment tu estimes ce début de saison ? Est-ce qu'il n'est pas à la hauteur de tes attentes, mais c'est quoi qui prime aujourd'hui comme sentiment ?
C'est un sentiment de frustration parce qu'on a un peu le sentiment d'avoir perdu, 2 matchs, à cause du contexte et du mercato qui était vraiment pourri à Lyon. Mmh. Donc on a eu 2 matchs où en vrai, on va en parler un peu plus tard, mais on n'a vraiment pas grand-chose à retenir de Rennes et de Monaco, si ce n'est qu'on n'était pas bon du tout. Monaco, il y a un tir cadré dans le match, c'est un non-match total, pour le premier match à domicile. Et ça va un petit peu mieux avec, les forces habituelles de l'OL, c'est-à-dire, faire n'importe quoi contre Strasbourg. Et dans les matchs où c'est n'importe quoi, généralement, on s'en sort pas trop mal. On a fait toute la deuxième partie de saison dernière dessus. Mmh. Contre Lens, on s'est retrouvé avec un match plutôt, comment dire, plutôt propre, plutôt maîtrisé, plutôt serein, presque inhabituel pour nous, où on a été frustré de ne pas pouvoir faire mieux que ça sur Mmh. le score. Donc ça va un petit peu mieux, il y a de quoi être rassuré, mais en même temps, on a des problèmes qui sont hyper identifiés, hyper clairs et qui sont assez inquiétants en réalité. On va en parler juste après au niveau des forces et des faiblesses, mais c'est vrai que ce qui ressort de cet Olympique Lyonnais, il y a cette folie dont tu as parlé et sur laquelle on va revenir face à Strasbourg. Mais moi, je parle souvent de séries. Alors, il y a ces 2 premiers matchs qui sont inquiétants et donc là, tu peux te dire: «Waouh, comment la saison va se passer?» Et il y a cette tendance qui se dégage sur les 2 derniers matchs avec, alors je vais pas dire plus d'équilibre, mais quelque chose qui peut nous faire peur, nous, à Marseille, en se disant: «OK, on sait qu'à Lyon, on réussit pas tout le temps, c'est un match particulier et là, Lyon sort d'un match, où il y a ce 0-0, clean sheet, tu vois? Tu arrives, sur de meilleurs auspices et bon, nous, on sait on n'aime pas trop arriver à Lyon quand Lyon va bien. Bien, c'est un grand mot en réalité, Ouais. l'OL va pas extrêmement mal, c'est déjà pas mal, compte Mmh. tenu de la saison dernière et compte tenu du début de saison qui était vraiment, complexe. Comme tu l'as dit, il y a 2 forces principales à Lyon. La première, c'est qu'il y a quand même offensivement de quoi faire et il y a ce côté totalement irrationnel de quand le foot part dans le bordel, ça marche. On sait que les matchs contre l'OM, ça a tendance souvent à partir un peu en vrille et donc il y a de quoi espérer côté lyonnais qu'il y a un peu de folie dans ce match. Il n'y a pas eu beaucoup contre Lens en réalité, c'était un match assez chiant tout simplement. Donc voilà, même si ça s'est un peu calmé, hein, la tendance aux matchs qui font n'importe quoi, on est sur des matchs assez classiques. Je t'avoue que même le dernier match, j'ai pas trop de souvenirs, ça m'a pas trop marqué, à part évidemment le match qui n'a pas eu lieu, hein, tout Oui, simplement. oui, bah, évidemment, Mais évidemment. on est dans une équation où on se dit notre meilleure chance contre vous, parce que intrinsèquement, on est inférieur sur l'effectif, inférieur sur la dynamique aussi, parce que l'OM fait un super début de saison, c'est que ça parte un petit peu sur un scénario n'importe quoi. Ouais. Et j'ai tendance à dire que si vous menez 2-0 à la mi-temps, limite, je préfère qu'on fasse plutôt que 0-1 à la mi-temps. Ouais, d'accord. Ah ouais, à ce moment-là, ouais, OK, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, il y a cette folie du côté de l'Olympique Lyonnais. Là, je te partage, justement la structure des buts. Donc le quart d'heure dont les buts sont marqués et encaissés. On voit qu'en première mi-temps, et on va faire la comparaison juste après avec l'OM, le début de match sont plutôt délicats. À l'inverse, et c'est peut-être le film du match qu'on va avoir dans cette Olympico, l'OM démarre très très bien ses premières mi-temps, la majorité des buts marqués en première mi-temps, en encaisse peu, mais encaisse dans la, on va dire, deuxième partie du match où physiquement c'est plus difficile. Là où l'OL, bah, évidemment par rapport à la folie du match face à Strasbourg, a marqué plus de buts en deuxième mi-temps. Alors on encaisse pas mal. Comment tu peux le décrire? C'est perte physique, c'est manque d'automatisme, c'est les joueurs qui sont pas impliqués. Qu'est-ce qui se passe? Sur la fin de match Ouais, Sur les fins de match, côté lyonnais, on a le match contre Strasbourg qui forcément bride un peu tout. ouais. Parce qu'on était sur un match où à la mi-temps, c'était plié, quoi. Enfin, il y avait 3-1 pour Strasbourg, on était nuls. Bon, on n'était pas très rassurés. Et puis, tu as cette capacité qu'a l'OL sous Pierre Sage à ce que si tu pas 3 buts de retard, et encore, tu y crois toujours. C'est une vraie Et force. donc, ouais, c'est une vraie force. C'est une vraie force parce que tu as quand même cet état d'esprit qui a été tellement défaillant l'an dernier en première partie de saison. Enfin, c'était une calamité, hein. Mmh, Je rappelle qu'à 14e journée, on avait 7 points et on mmh, s'y voyait en Ligue 2, hein. mmh. Il y a ce côté résilience qui fait qu'on finit bien, on finit fort. Et il y a un élément qui est important et qu'on a vu contre Lens, qui est qu'on est quand même en recherche de stabilité pour éviter justement ces premières périodes calamiteuses. L'an dernier, c'était déjà le cas. S'il y a eu des remontadas, c'est parce qu'il y a eu des démontadas en première période, hein. Mmh, Le match mmh, contre Lille, c'était une catastrophe. mmh. Euh, je pense que l'OL est en recherche de stabilité, c'est pour ça que ça joue à 5 derrière. Et il y a toujours ce problème d'avoir du coup cette capacité offensive qui soit pas uniquement de la capacité offensive en sortie de banc. Parce que ce Ouais, qui a en changé un peu la réaction. donne l'an dernier et même contre Strasbourg, c'est l'entrée de certains joueurs. Le, Ouais.
en premier lieu Malik Fofana, qui est Ouais. utilisé comme joker contre des défenses qui sont fatiguées et qui est absolument terrible pour des défenses pareilles. Donc effectivement, en fonction des structures des différents matchs des deux équipes et en plus des forces et des faiblesses qui sont pas les mêmes, parce que vous avez un milieu qui est très solide, mais la Ouais. défense de l'OM, c'est pas non plus la grande fiesta en termes de qualité par rapport au reste de l'effectif. Et on en a parlé Alors, tout à l'heure, c'est ouais. vrai qu'il y a une vraie inquiétude sur savoir quelle sera la défense de Roberto De Zerbi. Ah oui, puisque Cornelius est suspendu, puisque visiblement il n'a pas le droit de tirer un coup franc en mettant plus d'une seconde. Absurde. Andreas, j'ai dit Derek Cornelius, pardon. Et du coup, il y a ce truc un peu intéressant de se dire, bon, on a d'un côté une défense qui est pas votre point fort, et nous, l'attaque, on a quand même des joueurs sympas. C'est Et ça. qui tournent en plus. Gift Orban, il a la tête à l'endroit. Mmh. Fofana, il demande qu'une seule chose, c'est de tout énerver. Et vous, de l'autre côté, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, vous avez un secteur offensif qui est sympa, hein, pour pas dire plus. Plutôt sympa. Vous avez probablement le meilleur joueur du championnat. Vous avez des mecs d'expérience, vous avez des mecs qui sont complémentaires. Et nous, bon, bah, on a une défense qui est une défense à 3 qui n'a pas été travaillée pendant la prépa, parce qu'on s'est rendu compte après la prépa que à 4, ça ne marcherait pas. En plus, on a notre cher président qui a décidé de vendre tous les défenseurs centraux. Donc, on est sur un truc expérimental. Ça ne veut pas dire qu'elle est catastrophique, parce qu'elle a fait un super bon match contre Lens, pour le coup, C'est cette ça, défense. c'est une vraie progression. Ouais, mais on est toujours sur ce double problème qui est qu'elle n'est pas fiable. Mmh. Vous avez eu Douye Kaletatsar, vous savez que ça peut être un très bon joueur comme un mec avec la tête à l'endroit. C'est ça. Niakate, c'est cool, mais c'est pas non plus la folie. Ensuite, on a des mecs qui sont recentrés par rapport à leur poste, que ce soit Clinton Mata ou peut-être à terme Tagliafico. Et on a un autre vrai problème qui est qu'on a un milieu de terrain qui est défaillant, qui ne sait pas garder le ballon. On a Vertou, hein, merci pour lui, même si ça vous a permis de prendre Rabiot, qui n'est pas Mmh. encore pleinement intégré parce qu'il n'a pas fait une vraie prépa. Donc on a toujours ce problème de faiblesse pas forcément dans la capacité à défendre, mais dans qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a récupéré le ballon et qu'on doit passer par le milieu. Donc ça passe souvent par Abner et Maitland-Niles, que tu montres à Mmh. l'écran, Mmh. mais dès que ça doit passer par Matic, Tolisso, Cacré, c'est faible, c'est vraiment faible. Et vous, en face, c'est des vrais bons joueurs de ballon que vous avez au milieu de terrain, et moi j'ai peur de ça. Bah, c'est cette bataille du milieu de terrain qui fera la différence, parce que je pense qu'au fur et à mesure de la rencontre, on va voir ce qu'on a déjà vu depuis le début de la saison. Tu parlais tout à l'heure des incohérences ou faiblesses défensives. Là, on a Kaletatsar et on a Niakate qui vont pas forcément être très bien placés. C'est sur une phase de contre de Rennes en fin de rencontre. Là, on a ce premier but, l'ouverture du score de Monaco. On voit cette défense. Alors là, c'était sur une défense à 4, mais il Ouais. y a ce match face à Monaco, il est particulier, dur, hein. parce que ouais, il y a rien qui ressortait. Il y avait une vraie inquiétude qui ressortait de cet Olympique Lyonnais. Là, il y a un Monégasque et c'est lui qui va réussir à marquer le but. Le but de Monaco, il est terrible parce que tu as vraiment 2 Monégasques contre 5 Lyonnais. Parce que C'est tu ça. as Matic qui redescend. Non, c'est Cacré qui redescend à un moment donné. Et ils sont vraiment que 2. Et en une passe, bon, bah voilà, c'est du beurre, quoi. Ouais, Alors, ça va un peu mieux depuis, hein. Il y a une structure qui a été beaucoup plus cohérente ouais, contre Lens. Mais c'est que Lens. C'est-à-dire contre Strasbourg, on voilà. gagne, on retient une victoire. Mais c'est quand même un bon gros match de merde, en réalité, Bah, t'as pour l'OM. 3-1, t'es mené 3-1 face à Strasbourg, À domicile. voilà, qui a un effectif qui est jeune et qui est en train de surprendre, mais ça reste, entre guillemets, sans méchanceté, Strasbourg. Tu te retrouves en difficulté et il y a cette folie, et c'est cette folie offensive. Et c'est ça, en fait, qui peut, pour moi, être une inquiétude côté marseillais, c'est que on aura peut-être l'opportunité de mener 1-0 ou 2-0 comme on l'a fait à Toulouse et comme on l'a fait à Brest, parce que l'OM à l'extérieur n'a pas le même jeu. Mais attention du côté de l'OL, parce que bah, tu l'as très bien dit, si jamais il y a 1-0 ou 2-0, il peut y avoir cette folie, le public qui s'enflamme, et là, bah, face à Strasbourg, tu marques le 3-2, et derrière, c'est parti. Et en 10 minutes, tu fais basculer la rencontre. Et cette puissance offensive, alors après, il y a les items, tu sais, les craintes qu'on peut avoir quand on est supporter, est-ce qu'on va réveiller Mikotadze? C'est possible, mais c'est un vrai bon joueur de football, et il y a un moment, il va se réveiller. Et avec Lacazette, avec Orban, avec Fofana, il y a une vraie dimension offensive, là où nous, on peut se retrouver en difficulté sur les latéraux Ouais. et dans la folie de la rencontre. C'est votre faiblesse de toute façon, la défense dans sa globalité et les latéraux qui sont pas non plus, foufou. Donc on va voir. Après, on sait que pour cette structure, cette solidité, Pierre Sage a tendance à jouer quand même avec, bah, des latéraux qui restent des latéraux, c'est pas des vrais pistons. Abner, qui fait un bon début de saison, mais ça reste un latéral. Mm. Maitland-Niles, c'est pas un ailier non plus. Et du coup, ça te condamne pour avoir cette solidité qu'on cherche
à avoir 3 milieux défensifs en plus de 5 défenseurs. Donc Mm. ça, c'est vraiment pour moi le point noir de cette équipe, c'est que oui, il y a des joueurs offensivement. Tu as Lacazette, tu as Orban, tu as Mikotadze, tu as Fofana, tu as Nuama, même s'il a beaucoup de déchets, c'est un joueur, c'est un mélangeur, quoi. Mm. Tu as Benrahma, même si moi je suis pas très fan de ce qu'il produit depuis qu'il est à l'OL, mais tu n'as que 2 places pour les joueurs offensifs. C'est ça. Et tu vas jouer contre une équipe qui est quand même bien en place, qui a un vrai potentiel offensif. Donc, je pense pas que ce sera ce match-là où on tentera des pistons très offensifs. Donc, je pense que la logique sera qu'on retrouvera normalement la même équipe. Peut-être que Vertou sera prêt, mais je suis pas certain. Ça paraît Euh, juste, hein, ouais, ça paraît juste. ouais. Et du coup, tu te retrouveras quand même toujours avec Lacazette Orban ou Lacazette Mikotadze. Mm. Et c'est, est-ce que ce sera suffisant d'être à 2 pour vous déséquilibrer? Je sais pas. Tu parles de Mikotadze, en réalité, il fait un bon début de saison. C'est juste qu'il marque pas et qu'il rate un péno. Bon, dit comme ça, oui, forcément, c'est pas un bon début de saison. Mais il y a quelque chose qui marche devant, mais on sent toujours que ça manque d'un milieu de terrain capable de créer des choses. Typiquement, Højbjerg est capable de créer des choses Mm. en plus d'avoir un abattage assez fou. Nous, on a Matic qui est bien dans son rôle, mais il va pas dépasser la ligne médiane de manière générale. On a Tolisso où c'est 3 matchs calamiteux, un match plutôt sympa. Contre Lens, Mm. c'était le match sympa, Mm. donc on va voir s'il va pouvoir en enchaîner un deuxième. Et on a Maxence Cacré qui est l'ombre de lui-même et qui aujourd'hui, je pense que ça lui ferait vraiment pas de mal de faire un petit tour sur le banc, mais on n'a personne derrière. Donc, en attendant que Vertou soit en place. Mais quand bien même il y aurait Vertou, ça manque d'un joueur créatif, d'un joueur capable d'éliminer par le dribble. Chez vous, ça peut être Amin Harit. Chez nous, on n'a pas ce joueur-là. On nous dit oui, Almada, il va venir en janvier, mais janvier, c'est dans 3 mois, c'est pas tout C'est de suite, clair. quoi. C'est Donc, clair. on est dans cette situation où en réalité, quand bien même tu es solide, il faut quand même qu'il y ait des gens pour aller donner des ballons à Lacazette et à Orban. Et aujourd'hui, on les a pas. Et c'est pour ça qu'on marque en fin de match. C'est parce que généralement, on a cette situation où ce serait peut-être pas mal de tenter de gagner le match de foot, quoi. Et là, tu fais rentrer Fofana, et Fofana, c'est le C'est parti. bordel. Alors oui, ça te déséquilibre, puisque forcément, Fofana, c'est pas aussi efficace défensivement qu'Abner. Et donc oui, il y a cette situation où on peut assez facilement imaginer l'OM ouvrir le score, parce que de toute façon, tout le monde ouvre le score à Lyon en début de saison. Et voir un Noël revanchard aller arracher une égalisation et un peu plus, parce qu'on sait faire que ça. On ne sait pas mener un 0, 2-0 et on remballe, quoi. Ça n'existe pas chez nous. C'est ton attente de cette rencontre? Mon attente, en vrai, moi, mon attente, c'est de ne pas voir une calamité comme Monaco. Ouais. Parce que Monaco, on est sorti de Monaco, on s'est dit, oula, Ouais. oh là là. Ah, c'était Puis terrible. après, on a John Textor qui nous dit, oui, on joue le titre. Oui, c'est bien, John. Ouais, Allez, ouais. on va retourner aux États-Unis là. Il est un peu Mais mon déconnecté. attente, c'est de voir quelque chose. C'est Ouais. pas que je serais pas déçu si on perd, hein, mais aujourd'hui, c'est le premier gros test de l'OL parce que c'est la première grosse équipe avec un gros effectif, avec une dynamique positive que tu reçois. C'est pas no offense, hein, mais c'est pas Auxerre, c'est pas même Strasbourg ou Rennes en début de saison qui a perdu la Bien moitié de sûr. son effectif, Bien quoi. sûr. Là, c'est un vrai test. Donc, à voir qu'est-ce qu'elle vaut cette équipe quand elle a une vraie opposition, parce que derrière, il y aura la Coupe d'Europe. On a été rassuré plus ou moins contre Lens. Si tu reprends une pétée contre l'OM comme tu as pris contre Monaco, parce que Monaco, ils peuvent gagner 4-0, c'est pareil, hein. Ouais, c'est pareil. Moi, je pense que ça définit un peu la suite de la saison. Tu prends une Eh nouvelle ben. défaite à domicile, ça serait la 3e match à domicile où c'est pas bon, parce que Strasbourg, c'est pas bon en réalité. Va falloir revoir les ambitions derrière. Bah écoute, on va voir ça. En tout cas, l'OM a grand porté ses 2 matchs à l'extérieur, arrive plein de confiance offensivement, mais avec des questions au niveau défensif. Eh bien, je te remercie pour ton intervention, Charlie. Merci à Et moi, toi. on va passer aux attentes. Et dans ces attentes, évidemment, il va y avoir ce duel entre Pierre Sage et Roberto De Zerbi. Comment Roberto De Zerbi va, encore une fois, s'adapter à un entraîneur d'un club français? On sait que Pierre Sage a été un élément moteur du redressement de l'Olympique Lyonnais qui a été en difficulté la saison dernière. Comment Roberto De Zerbi va s'adapter à ce schéma tactique? Est-ce que Jordan Verretou sera titulaire du côté de l'Olympique Lyonnais pour justement créer ce lien qui manque parfois dans ces derniers matchs du côté de l'OL? L'OL solide, 0 but encaissé face à Lens. On verra. On verra à travers cette rencontre comment Roberto De Zerbi va s'adapter. L'homme que j'attends particulièrement, c'est Eli Wahi. Je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, Eli Wahi a comme proie favorite l'Olympique Lyonnais. Sur les 6 rencontres qu'il a disputées, il a marqué 8 buts. 8 buts marqués contre l'Olympique Lyonnais. On verra. On verra, parce qu'on n'est pas dans le même système de jeu qu'il avait du côté de Montpellier ou qu'il avait du côté du Racing Club de Lens, mais je m'attends à avoir une vraie présence et une vraie puissance offensive du côté de l'Olympique de Marseille. Et Eli Wahi doit vraiment
répondre à la confiance apportée par Roberto De Zerbi. C'est vraiment une des clés de cette rencontre. Jouer sur les ailes, repiquer dans l'axe, et Eli Wahi doit retrouver son efficacité, lui qui avait été en difficulté lors du match à domicile face à Reims. Je pense qu'on va avoir un grand Wahi dans cette rencontre et je ne serais pas étonné de vous annoncer dans les pronostics qu'il sera buteur. Enfin, l'autre clé de cette rencontre, l'autre attente que j'ai, c'est comment ce duo Brassier-Balerdi, que j'attends titulaire, va s'adapter à cette doublette offensive, soit Mikotadze, soit Lacazette, soit Gift Orban, ces trois joueurs qui pourraient prendre 2 des 3 places devant. On va voir, ce sera une réelle opposition. On a senti Brassier dans la conférence de presse qui disait qu'il montait en compétence, qu'il montait en puissance, qu'il avait un nouveau style de jeu avec 40 ballons en moyenne touchés supplémentaires que ce qu'il avait du côté de Brest. On va voir justement comment il va s'adapter, mais ça va être une des clés de cette rencontre parce que la relance et la volonté de casser les lignes peut être très importante pour aller chercher au minimum un match nul. Et évidemment, ce qu'on espère tous, une victoire du côté de Lyon. Et on va passer au pronostic avec mon partenaire Unibet. Je vous le disais en intro, 10 € qui vous sont offerts avec le lien qui est dans la description. Vous cliquez, vous vous inscrivez, vous remplissez toutes les conditions et vous avez 10 € qui vous sont offerts sans dépôt. Et en plus, le bonus de 100 € est prolongé. 100 € si vous vous trompez sur votre premier pari. Alors évidemment, ça doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Mais c'est quand même un super coup d'avoir 10 € qui vous sont offerts sans dépôt directement. On remercie Unibet ici. Alors les cotes, l'OM est favori. Je ne suis pas surpris par rapport à la tendance actuelle. L'OM a remporté quand même 2 victoires à l'extérieur avec des scores probants. 2,15 pour la cote de l'Olympique de Marseille. Le match nul est à 3,75 et Lyon, qui a fait une défaite et une victoire à domicile, est à 2,88. Les cotes les plus jouées sont très intéressantes et elles collent avec ce que je vais vous proposer. Celle de gauche, Marseille, qui remporte la rencontre et plus de 1,5 buts par match, est à 2,43. Et si on est joueur, je dirais, on pourra aller sur les doubles buteurs, Mason Greenwood et Alexandre Lacazette, c'est 5,95. Moi, je m'attends à un match ouvert avec des buts de chaque côté. Je vois pas l'OM faire un clean sheet et je vois l'OM peut-être pouvoir l'emporter en fin de rencontre. Parce que l'OL, vous l'avez vu, prend pas mal de buts en fin de rencontre. Et s'il y a des buteurs qui peuvent être intéressants, bah, on le sait, Mason Greenwood est le meilleur buteur du championnat, mais Wahi pourrait être intéressant également, comme Neil Maupay, s'il vient à rentrer en jeu, justement, en fin de rencontre. Et concernant le but pour les deux équipes, on est à 1,42. Et si je vais, justement, sur mon score sec, je jouerai en prudence le 1 partout. C'est un score où aujourd'hui, tu me dis Christophe, est-ce que tu signes le 1 partout? On est vendredi à 15h10. Je te dis oui, je signe le 1 partout parce que attention à la dynamique de cet Olympique Lyonnais. Ils ont gagné, ils ont fait match nul à l'extérieur, ils n'ont pas pris de but et ils vont jouer avec cette folie du Groupama Stadium qui peut les accompagner à renverser des montagnes. Maintenant, si l'OM est sérieux et efficace, eh bien, le 2-1 me semble aussi un score jouable et c'est le score peut-être un peu plus, la cote un peu plus risquée que l'on peut jouer avec responsabilité, mais 2-1, c'est une possibilité avec un but dans le dernier quart d'heure de l'Olympique de Marseille qui pourrait mettre en difficulté cet Olympique lyonnais. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé évidemment de cette rencontre. Double chance, voilà, on est à 1,35 de cet avant-match avec l'intervention de Charlie. Ce ne sera pas forcément le cas sur tous les avant-matchs, c'est pas l'ambition de la chaîne. Je l'ai fait pendant ma première saison, j'ai invité plus de 120 différents consultants, créateurs de contenu, journalistes sur la chaîne. Donc on va pas faire ça à tous les matchs, mais on le fera sur certaines affiches parce que je trouve que c'est intéressant d'apporter un autre regard évidemment, tout en restant succinct et dans la bienveillance. Voilà. Dites-moi en commentaire quel est votre pronostic pour cette rencontre. Nous on se retrouve évidemment lundi matin pour le débrief à froid en espérant une victoire. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Allez l'OM. Et ouais, je suis assez confiant quand même pour dimanche. Bon week-end les amis et allez l'OM. Ah oui, je vous ai pas dit. Eh ben voilà, je vais vous le dire. Bon, si vous êtes encore présent, petite confidence. Pour ceux qui voient la vidéo avant 19h, le vendredi 20, eh ben grâce à vous, j'interviens ce soir sur BFM TV Marseille pour parler de l'Olympique de Marseille. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je serai présent en télé
Voilà, ce sera ma première télé. Donc merci beaucoup pour la force. Et pour ceux qui voient cette vidéo a posteriori, donc soit samedi, soit dimanche, eh ben, je vous mettrai tout ça sur Instagram et sur Twitter pour que vous puissiez partager ce moment. En tout cas, merci beaucoup. J'ai quand même beaucoup de chance. Voilà. Allez l'OM. Ciao les amis.